au fil du Gers. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marine Brunel de Gers Développement, l'agence de développement économique du Gers. Bienvenue sur le podcast Au fil du Gers, le premier podcast qui interviewe des personnalités inspirantes du Gers. Dans ce podcast, nous allons parler de la vie de nos invités, de leur enfance, leur carrière, les réussites et les échecs de ces personnalités du Gers qui nous donneront de vraies leçons de vie. Ce podcast sera également l'occasion pour nos invités d'évoquer leur amour pour notre département. De sa qualité de vie à son dynamisme économique, sa gastronomie, son histoire, ses paysages, ses habitants, son patrimoine culturel, son agriculture et ses loisirs, bref, le Gers n'a pas fini de vous surprendre. Pour le premier épisode d'Au fil du Gers, j'ai l'immense honneur d'avoir comme premier invité Michel Saran. Dans cet épisode, Michel nous parlera de son enfance dans le Gers, de la gastronomie gersoise qu'il aime tant et de sa carrière en tant que chef. Michel Saran, grand chef étoilé, est né à Nogaro, dans l'ouest du territoire. C'est un chef cuisinier dont le restaurant situé à Toulouse porte son nom. Il est doublement étoilé au guide Michelin depuis 2003. Il est aussi juré de l'émission Top Chef sur M6 depuis 2015. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Michel Saran. Bonjour Michel. Bonjour. Merci de m'accueillir ici dans votre restaurant à Toulouse, ça me fait vraiment plaisir. C'est gentil. Michel, vous avez un très beau parcours. Il y a en France et dans le monde au moins 298 000 personnes qui vous connaissent. C'est le nombre d'abonnés que vous avez sur Instagram. Ah non, plus. Ah, plus que ça d'ailleurs. Pour commencer cette discussion, je voudrais revenir à l'époque où vous n'étiez pas encore connu, l'époque de votre enfance. Vous êtes né le 18 avril 1961. Quels souvenirs vous viennent à l'esprit lorsque l'on évoque votre enfance ? Oh, des souvenirs d'enfance paisible dans un milieu rural, agricole. Mon père agriculteur, je vois la ferme, je vois mes grands-parents. Oui, des souvenirs lointains, puisque je suis pas à peine 3 semaines, comme on dit, mais des souvenirs de vie tranquille, sans grande, comment dire, je savais pas du tout ce qu'allait être ma vie, bien sûr. Je gambadais dans les sillons de vignes ou de maïs. La jeunesse insouciante, paisible, on mangeait bien, la nature était belle, Voilà les souvenirs de petite enfance. Est-ce que vous passiez vos vacances dans le Gers ? Et si oui, quels étaient vos endroits favoris ? Alors, les vacances, contrairement à maintenant, où c'est vrai qu'on part facilement, on va à l'étranger, etc. Les vacances, quand on est dans une ferme, il y avait beaucoup de travaux l'été. Notamment, mon père faisait du maïs semence, donc l'été c'était les castrations de maïs. Enfin, on partait rarement, on partait un petit peu fin août, mais après il y avait les travaux de la vigne qui étaient là aussi. Donc bon, de temps en temps on allait faire quelques week-ends sur la côte atlantique, voir la mer, mais j'étais aussi, j'allais chez des cousins, je me baladais, mais les vacances, par contre, c'est pas un grand souvenir pour moi d'émotions fortes, quoi. Et alors, vous disiez à l'instant que vous ne saviez pas, quand vous étiez petit, ce que vous vouliez faire plus tard. Quel était votre rêve lorsque vous étiez enfant ? Alors, le premier rêve enfant, c'était d'être pianiste. J'ai commencé à apprendre le piano tout jeune. Bon, après, j'ai été un peu dégoûté par une prof, c'était un peu pénible, quoi, en fait, voilà, le solfège, machin. Mais j'avais cette attirance pour la musique, et j'avais mon grand-père paternel, qui régulièrement m'offrait des disques, ce qui est assez curieux quand j'y repense, parce qu'on n'était pas... je sais pas comment il avait, lui, cette attirance pour la musique classique, mais je me souviens qu'il m'offrait des disques avec le chef d'orchestre Herbert von Karajan. Je me souviens d'une 5e symphonie. C'est comme ça que j'ai un petit peu connu la musique et que j'ai été attiré tout naturellement, que j'ai commencé le piano. Donc ça a été mon premier rêve. Très intéressant. Michel, vous avez 2 frères, Patrick et Gilles.
Votre père, Bernard Saran, vous l'avez dit tout à l'heure, était agriculteur et votre mère, Pierrette, avait son propre restaurant à Saint-Martin-d'Armagnac. Vous avez appris la cuisine avec elle. Qu'est-ce qui caractérise selon vous la gastronomie gersoise? Quelle est la spécialité, le plat gersois que vous préférez? Ouais, c'est un sujet vaste parce que la gastronomie gersoise, d'abord, j'ai envie de parler de la richesse des produits. C'est vrai que, et on va pas être chauvin, tout Midi-Pyrénées, même si ça veut plus rien dire Midi-Pyrénées aujourd'hui, mais voilà, on parlait de l'Occitanie, je pense que c'est un des greniers les plus riches de France. Le Gers a plusieurs spécificités. On parlait des vins, de l'Armagnac, de toute la culture du foie gras, puis quelques recettes comme la garbure, même si on n'en a pas l'exclusivité. Et des souvenirs, alors là, des souvenirs d'enfance d'une fricassée de poulet à l'oignon qui pour moi c'est très gersois. Et puis après, là, forcément, j'ai en tête la cuisine de ma mère qui est devenue une référence. Alors je ne sais pas si c'est la référence gersoise, mais en tout cas pour moi ça l'est. Et notamment son foie gras de canard grillé sur les cèpes de vigne. Parce que ma mère a commencé tard quand même, elle a ouvert tardivement son auberge, c'est toute une histoire, mais elle a ouvert, elle avait 50 ans, et parce qu'elle a eu envie, c'était une féministe avant l'heure, et elle avait envie d'être autonome, alors que bon, elle avait épousé celui qui allait devenir mon père, et elle est arrivée dans cette maison où il y avait les beaux-parents, et il a fallu qu'elle fasse son trou, et un jour elle a décidé de transformer l'auberge, de transformer la ferme en ferme auberge. Ça a été difficile à faire accepter par tout le monde, mais bon, comme elle avait quand même un culot hors norme, elle y est arrivée. Et une autre spécialité, bien sûr, dont elle était une des grandes, des grandes expertes, c'était la crostade du Gers, ou tourtière, enfin après, voilà, les appellations, le pastis gascon, enfin voilà. Et ça a été une des premières à faire ça et aller les vendre sur le marché. Et là aussi, c'est une histoire. Mon père était gourmand et elle aimait faire la cuisine. En principe, ça fait bon ménage tout ça, quoi. Et il lui a dit, écoute, si tu veux faire des tourtières, il faut faire celle de Madame Labarbe parce que ce sont les meilleures que j'ai jamais goûtées. Donc elle y est allée, elle a dit, écoutez, il faut que vous m'appreniez. Et après, elle en a fait une source de revenus pour elle qui lui permettait de faire évoluer la maison, de transformer. Enfin voilà, c'était une femme extraordinaire. Et alors, si vous deviez choisir un plat, quel est le plat gersois vraiment que vous préférez, vous? Alors ça, je vais être très franc, c'est des questions qu'ont de journalistes. Il n'y a pas, moi je n'ai pas un plat, je n'ai pas une couleur, je n'ai pas un morceau de musique, je n'ai pas... La vie c'est un kaléidoscope, on aime plein de choses en fonction de la saison, en fonction des personnes avec qui on est, en fonction de plein de choses finalement. J'adorerais manger une tourtière gasconne qui sort du four que ma mère vient de faire. Bon, elle n'est plus là, mais c'est un souvenir qui est vraiment ancré dans ma tête. Mais quand elle faisait sa fricassée de poulet à l'oignon, pareil. Garbure, j'aimais bien de temps en temps, mais pas tout le temps. Enfin, le confit de canard pomme sautée, je me souviens qu'on en faisait, et quand je travaillais avec elle, on en faisait à l'appel. Il y a des moments, j'ai vraiment envie de manger cette peau croustillante, bien généreuse, un peu grasse, avec des pommes sautées à l'ail au persil. Bon, voilà, mais je n'ai pas un plat. Vous en avez un, vous? Oui, moi je viens de Lille. J'aime le Welsh. Oui, mais c'est parce que là-bas, il n'y a que ça. Ah non, il n'y a pas que ça. Non, mais je plaisante. Non, mais je plaisante. Mais c'est vrai que souvent, et alors, on parlait des réseaux sociaux et autres, mais j'ai souvent des questions. Quel est votre chef préféré? Quel est votre plat préféré? Ça, j'aime pas ces questions. J'aime pas parce que moi, ce que j'aime avant tout, c'est la surprise. Donc, il y a des moments, j'ai envie qu'on me surprenne avec des plats un peu avant-gardistes, mais il y a des moments, j'ai envie d'être surpris par quelqu'un qui va me faire la surprise inattendue d'un confit doré qui va arriver et me dire « Ah, ben c'est chouette, j'avais vraiment envie de manger ça. » Tout dans l'émotion, mais c'est une très belle réponse. Quels sont vos ingrédients indispensables en cuisine? Oh, les ingrédients indispensables, là aussi, il y en a une liste, parce que pour faire la cuisine, il faut plusieurs choses. Et c'est très éclectique, parce que j'aime la graisse de canard, j'aime cuisiner la graisse de canard, mais j'aime aussi cuisiner à l'huile d'olive, l'ail. Alors ça, l'ail, j'utilise beaucoup d'ail. Ça, c'est quand même une empreinte gersoise, mais aussi méditerranéenne.
Mais j'aime avoir du gingembre avec moi. C'est vrai que j'aime bien apporter des petites touches un peu surprenantes dans mes plats. J'aime bien accrocher. J'aime avoir. Bon, j'ai toujours un peu de sauce soja. Donc voilà, la cuisine, c'est un moyen d'expression. J'ai beaucoup voyagé et toutes ces influences, j'essaie de les mettre dans mes plats. Euh, Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Mais après, il y a des grands classiques. Mais voilà, ça c'est pour démarrer. Et en restant dans le thème de la gastronomie et de l'alimentation, vous savez, le Gers est aujourd'hui le premier département bio de France en termes de surface agricole. Des acteurs clés de la filière bio y sont installés, je pense à EcoCert, à Etikab, et puis beaucoup d'autres. Notre agence Gers Développement est très engagée aussi sur cette thématique puisque nous organisons 2 concours, un concours national et un concours 100% Gers, un concours local, pour booster la création agroalimentaire bio. Est-ce que vous, Michel, vous êtes sensible aussi à l'alimentation bio dans vos restaurants ou dans votre vie quotidienne? Alors là encore, c'est un piège le bio. Je suis forcément par nature, on est dans les circuits courts, on va chercher les meilleurs produits. Là où et le fait que ce soit bio, c'est une garantie. C'était une garantie parce que lorsque ça devient uniquement un argument marketing, ça m'inquiète. Quand je vois certains bio en grande distribution ou autre, ça m'effraie. Parce que je trouve que c'est malhonnête de faire venir du bio d'Égypte avec des cahiers des charges qui sont très différents, parce que je sais, j'ai suffisamment d'amis dans l'agriculture et dans mes fournisseurs et autres. Je sais que en France, c'est très rigoureux et c'est très suivi le bio. Et là, d'accord, j'encourage, il n'y a pas de souci. Mais ça peut pas être ça peut pas être mis au même rang que certains bio de grande surface. C'est pas possible. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de vos parents. Le métier d'agriculteur est difficile, c'est bien connu. Quelles valeurs fortes vous ont transmis vos parents? Des valeurs essentielles, je crois, en tout cas auxquelles je fais toujours référence parce qu'elles m'accompagnent dans ma vie. Des valeurs d'investissement, de rigueur, de travail, parce que je crois qu'on n'a rien sans rien, donc il faut travailler, d'humilité aussi, parce que ça c'est important, surtout dans notre période et je sais de quoi je parle. Euh, voilà, et surtout, alors ça c'est plus peut-être ma mère que mon père, toujours croire en soi. Et je crois que l'homme est capable de faire des choses extraordinaires, il faut qu'il en soit juste persuadé. Et notamment dans cette période qui est quand même extrêmement compliquée, il ne faut pas baisser les bras, il faut faire preuve de résilience, il faut s'adapter, il faut sans arrêt, il faut cogiter, il faut y aller. C'est un combat incessant, mais au bout du combat, il y a toujours une victoire. Alors, en préparant cette interview, j'ai lu que lorsque vous étiez jeune, vous vouliez devenir médecin. Votre oncle était vétérinaire et il vous a donné envie de découvrir la médecine, je me trompe? Non, non, pas du tout. Donc il y a eu pianiste d'abord, ensuite agriculteur, pas très motivé. Donc là j'ai fait un passage éclair à ma sub, mince, je me souviens plus d'ailleurs, à Saint-Christophe, au collège Saint-Christophe, où mon père était passé, mon frère était passé, et moi j'ai fait un petit passage éclair, je crois que je suis resté juste un trimestre. Bref. Et après, effectivement, j'avais un oncle vétérinaire et régulièrement j'assistais à des opérations qu'il faisait et j'étais fasciné. Aussi, il y a une beauté du geste et je suis toujours fasciné d'ailleurs par ça. Et je vous raconterai une anecdote, mais voilà. Donc je me suis dit, bah, je vais faire médecine. À part que pour faire médecine, bon, donc j'ai fait un bac scientifique traditionnel au lycée d'Artagnan en Nogaro. Et ensuite, je suis venu à Toulouse pour préparer cette médecine qui très vite m'a fait comprendre qu'il fallait mieux que je fasse autre chose. J'étais pas très sérieux. Ça m'a permis de découvrir cette ville qui est très belle aussi, très agréable. Mais au niveau médical, j'ai pas été plébiscité. Il a fallu que je bifurque. Donc j'ai fait 2 fois la première année. Après j'ai passé des concours. Alors ça, tout le monde ne le sait pas, mais d'infirmière, de sage-femme, j'ai rien eu. Donc j'étais pas assez impliqué.
Donc vous passez ces concours effectivement, donc vous ne les réussissez pas et vous revenez finalement dans le Gers pour travailler avec votre mère Mais dans ça, la ferme auberge. voilà, mais c'est pratiquement à ce moment-là, elle a ouvert la ferme auberge quand moi je commençais médecine. Et c'est vrai que le week-end, ben, je me faisais 3 sous pour subvenir à mes besoins nombreux de la semaine, de ma semaine étudiante. Et voilà. Et puis quand la médecine m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse autre chose, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et ce métier, ben voilà, je connaissais un petit peu. Je dis, ben, je vais travailler avec ma mère parce que en fait, ce sont les règles de vie. Et quand on est jeune adulte, il faut quoi? Il faut trouver un métier, on fonde une famille, voilà, on se marie, on fonde une famille, il faut subvenir à tout ça. Et moi, j'avais pas le métier. Je disais, la cuisine au moins, enfin d'ailleurs au départ, c'était pas la cuisine, j'étais en salle, mais dans la restauration, bah, on aura toujours à manger, quoi. C'était un petit peu, voilà, c'était pas, la motivation n'était pas plus grande que ça. Et alors je voudrais revenir justement à l'époque où vous aviez raté ces concours. Selon vous, quels sont les enseignements à tirer lorsque l'on échoue? Qu'est-ce que vous voudriez dire à ces personnes qui se lancent dans une voie et qui au final ne terminent pas ou ratent un concours? Je ferai référence à Nelson Mandela, qui disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Il ne faut pas considérer un échec comme une fin. Un échec, ça aide à grandir, il faut juste rebondir. J'ai eu des échecs dans ma vie, même dans mon métier, j'ai été viré d'un restaurant, ça fait mal, on se remet en question, ça permet d'analyser, de faire son autocritique, mais au final, ça aide à grandir. Donc, c'est vrai que c'est dur, et notamment pour des jeunes, de savoir ce qu'on va faire plus tard. Et je vois, j'ai 2 filles qui ont 27 et 31 ans. J'ai vu les difficultés qu'elles ont eues à trouver leur voie, une un peu plus que l'autre, et encore, quand une voie est choisie, c'est pas forcément celle que l'on va suivre, il y a des erreurs. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut s'en nourrir de ça. Il faut avancer. Et il faut être curieux. Et il faut jamais rien lâcher. On continue de parler de votre carrière. Donc en 1981, vous travaillez de façon permanente avec votre mère, d'abord en salle en tant que serveur, puis ensuite en cuisine. Un an plus tard, votre mère vous met en contact avec l'une de ses connaissances à Paris et vous partez travailler dans un restaurant italien à Paris. Quelque temps après, votre carrière va prendre un grand tournant lorsque votre mère aborde Alain Ducasse lors d'un dîner dans son restaurant à Jean-les-Pins. Alors elle lui dit qu'elle a passé un très bon moment, que c'était très bon, mais qu'il manque quelque chose dans ce restaurant, son fils. Oui, c'est ça, en gros, c'est ça. Non, quand je vous dis que ma mère avait un culot hors norme, et je crois que les Gersois la connaissaient bien. Oui, j'ai commencé, je faisais ce métier, bon voilà, j'ai appris la cuisine gasconne, et puis très vite, je me suis dit, il faut que je passe à autre chose, et je savais que c'était un métier qui permettait de voyager. Elle connaissait, la connaissance à laquelle vous faites allusion, c'était un ambassadeur italien et un professeur, qui était venu en week-end à Saint-Martin-d'Armagnac. Et ce professeur qui avait une chaire à la Sorbonne et qui avait une école d'interprète, lui a dit un jour, Pierrette, vous allez venir à Paris, je vais inaugurer une nouvelle salle. Alors déjà, il me faut des cèpes de vigne pour la décoration, et vous allez venir travailler dans ce restaurant italien, vous allez me faire votre foie au raisin, c'est une pure merveille. Et on est monté à Paris, tout c'était une expérience énorme. Et il y avait mon père, je me souviens il y avait Christian Millot, il y avait beaucoup de monde, c'était voilà, très parisien. Et ma mère m'a dit, pourquoi tu n'irais pas à Paris? Parce qu'il faut que je change un petit peu. Aller à Paris, c'est quand on sort de Saint-Martin-d'Armagnac, c'est un changement de vie à la fois excitant et stressant. Mais je dis ok, et je suis parti et j'ai découvert cette cuisine italienne avec une autre femme, Madame Bassano, et cette cuisine italienne que je connaissais absolument pas, parce que même si ma mère avait d'énormes qualités, quand elle faisait des nouilles au beurre, c'était horrible. Et pour moi, j'ai ce souvenir de nouilles au beurre, c'est pas possible, comme qu'est-ce qu'ils ont ces Italiens, à part que ils font pas de nouilles au beurre, les Italiens. Et donc là, j'ai découvert une cuisine pointue, voilà, cette cuisine exubérante, méditerranéenne, ça, j'ai adoré, je mangeais des pâtes 2 fois par jour. Ça a été ma première expérience hors
j'étais hors chez moi, hors Gers. Et Paris, bon, Paris, c'est pareil, c'est une ville fascinante qui est à la fois enfin, exaspérante, non. C'est quelquefois ben pour nous, c'est quelquefois les Parisiens qui sont exaspérants plus que la ville. Mais je me suis régalé à Paris, ouais. Alors, vous avez travaillé aux côtés de grands chefs comme Alain Ducasse, Michel Guérard, Jean-Michel Laurin. Qu'avez-vous appris auprès de ces chefs talentueux? Tout, tout. J'avais un niveau, je ne vais pas dire zéro, mais ma mère, bon, c'est une cuisine généreuse, familiale, sans prétention. La cuisine italienne, mais sur une cuisine, même si le restaurant était coté, mais c'était une cuisine, là aussi, j'ai presque envie de dire familiale. Et quand j'ai compris que la cuisine, ça pouvait être autre chose, donc après ce passage, effectivement, ma mère a Jean Lépin qui va manger, et qui après veut voir Ducasse, alors qu'elle ne le connaissait pas, enfin bon, un culot énorme, et qui dit bah, pourquoi pas, ça m'intéresse, bref, il vient me voir, là encore, elle a fait preuve d'un culot. Je ne sais pas si je pourrais faire tout ce qu'elle a fait, mais bref, il me prend dans les cuisines. D'abord, il m'envoie au restaurant de Bacon au Cap d'Antibes, où j'apprends là une cuisine autour du poisson. J'ai jamais vu des poissons aussi beaux. On avait les poissons qui arrivaient vivants, enfin pour les soupes de poisson, c'était formidable. Et après, j'attaque avec Alain Ducasse. Et là, c'était le choc, parce que vraiment, j'arrivais dans une cuisine gastronomique qui venait d'avoir 2 étoiles Michelin, avec une démarche intellectuelle très différente. C'est une recherche sur chaque plat, mais aussi sur tout ce qu'il y avait autour, les arts de la table, etc. Et cet univers me plaît, et je vois beaucoup plus qu'une assiette remplie. Je vois donc ce moyen d'expression que je recherchais. Et même si je pleurais tous les jours parce que c'était très très dur, j'ai senti que oui, ma voix était là. C'est là que ça a commencé à se dessiner. À part qu'il fallait que, quand je parle de moyenne d'expression, il faut maîtriser la conjugaison, le vocabulaire. Voilà, donc il a fallu que j'apprenne tout ça. Et tous ces chefs, ils m'ont appris ça. Et chacun avec leur personnalité, chacun avec leur approche du métier différente. Et c'est comme ça qu'on se construit. On se construit à travers les autres. Même si je n'aime pas regarder le passé, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a devant. Mais on a besoin de se construire. Et autant Ducasse que Laurin et que Guérard, où là, pour moi, c'est mon mentor, c'est la personne qui m'a le plus impressionné à tout point de vue. Bon, ces gens-là, oui, ils ont fait ce que je suis aujourd'hui. Des expériences très riches donc. Ouais. C'est en 1995 que vous ouvrez votre établissement à Toulouse. Un an après, vous obtenez votre première étoile au guide Michelin. Votre cuisine s'inspire des influences espagnoles, marocaines ou encore japonaises mêlées aux produits du terroir de la région. En 2003, vous décrochez votre 2e étoile. Aujourd'hui, vous êtes dans l'émission Top Chef. Si vous prenez un peu de recul sur votre carrière, quel est le plus bel accomplissement professionnel ? Là encore, c'est un ensemble de choses. Vous voyez, ça me suscite un peu d'émotion parce que je pense au point de départ. Et très souvent, parce que j'ai une vie de rêve, même si c'est compliqué, si on veut, on est toujours là à râler, ça c'est très français et tout ça, mais j'ai une vie de rêve. J'étais loin d'imaginer, quand j'étais petit garçon à Saint-Martin, gambadant dans les champs de maïs, qu'un jour je serais dans une émission qui fait presque 4 millions tous les mercredis. Donc tout ça, j'étais loin d'imaginer ça. Donc ma vie est faite d'une succession d'instants forts. J'ai du mal, bien sûr, si on prend les plus récents, Top Chef a été une révolution dans ma vie. Une révolution. Même si c'est un peu éloigné de mon métier dans le sens quotidien de ce que je fais, du métier de cuisinier. Là, on se retrouve sous les projecteurs, c'est très différent, mais il y a eu des moments, mon passage à Eugénie-les-Bains, ça a été très fort. J'ai certaines expériences aussi à l'étranger, même si elles étaient ponctuelles, où je me souviens d'une promotion que j'avais fait à Bangkok avec Michel Laurin, où j'ai rencontré des célébrités, où j'ai réalisé l'importance qu'avait la cuisine française à travers le monde. Il y a plein de choses comme ça qui, mises bout à bout,
font qu'on fait un métier exceptionnel, vraiment exceptionnel, et que ma vie est exceptionnelle. Voilà. Bon, maintenant, fini de parler travail. Nous allons maintenant aborder un sujet plus léger, vos passions. Racontez-nous, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Ce que je vais faire demain. J'ai besoin de cette adrénaline, j'ai besoin de cet effet de surprise, j'ai besoin de challenges nouveaux. En plus, bon, vous avez donné ma date de naissance, donc c'est facile de calculer. J'ai bientôt 60 ans. 60 ans pour un homme, c'est un âge non pas critique, enfin, qui peut être critique si on se laisse aller. Moi, j'ai pas envie de me laisser aller, et je me dis toujours que le meilleur plat dans mon restaurant est toujours à venir, et que j'ai encore des choses fabuleuses à faire. Voilà, j'attends d'être surpris, j'attends d'avoir cette excitation comme j'ai pu l'avoir quand j'ai décidé de faire le marathon de New York alors que j'avais jamais couru de ma vie. Je me suis préparé sur un an à fond, et par contre quand je me lance un défi, j'y vais à fond. Et je l'ai fait en 4h05. Je vais vous assurer, pour 42 km, c'est pas si mal que ça. Après, je me suis lancé un autre défi. J'ai piloté des voitures sur circuit. C'est les surprises de la vie qui me font sourire, qui me font plaisir. Plus récemment, j'ai décidé de piloter des avions. J'ai passé mon brevet sur un an. Là, pareil, je m'y suis investi. Aujourd'hui, je sais que je peux aller où je veux. C'est ce vieux rêve de l'homme quand même, de voler comme un oiseau, et je l'ai accompli, et je suis toujours dans l'attente de nouveaux challenges. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont arriver. Là, j'ai une surprise, dont je ne peux pas trop parler, mais c'est une émission à laquelle j'ai participé, mais qui n'est pas une émission passive. Il va falloir que je me bouge un petit peu. J'ai repris le sport là, parce que là il y a du boulot, mais bon voilà, j'ai toujours des choses comme ça qui me permettent de constater que je suis vivant. Vous avez besoin de challenge. J'ai besoin de challenge, j'ai besoin de me sentir vivant. Quand je lance Croque Michel avec mes filles, c'est un projet aussi qui est... Mais je ne m'y attendais pas, et Emma est revenue. Elle était en marketing communication dans une grande maison à Paris, LVMH pour ne pas les citer. Ma fille infirmière, la plus jeune, qui elle saturait de son métier. Elles ont décidé toutes les deux de revenir, et on a monté quelque chose, et c'est Emma qui a eu l'idée de ce projet. Et aujourd'hui, je suis aussi dans l'excitation de construire ce projet et de voir que, bien fait, on peut faire des choses exceptionnelles. Donc tout ça, c'est mon essence. C'est mon essence, c'est ma gasoline qui me permet le matin de me lever en me disant « Bon, vas-y, dépêche-toi, il y a du boulot là. » Vous croquez la vie à pleines dents. Ouais. Alors, votre vie professionnelle est à Toulouse, et vous êtes souvent en déplacement à Paris. Pas que. Ailleurs. Est-ce que vous avez besoin de temps en temps de ce retour aux sources dans le Gers? Alors oui, mais c'est à la fois, j'adore, j'ai toujours une maison dans le Gers. Alors vous voyez, moi j'ai quitté le Gers, et j'ai aussi des mauvaises expériences, des mauvais souvenirs dans le Gers, et qui sont liés à des situations familiales, enfin bon, des choses qui quelquefois étaient un peu compliquées, et ça me fait peur, parce que quand je reviens, je retourne sur mon passé, et finalement j'ai pas les repères, j'ai pas les gens autour, très peu. Par Jean-Luc Garbage qui me fournit mes petits légumes ici, qui est à Saint-Martin-d'Armagnac, qui fait des produits exceptionnels, mais j'ai très peu de personnes qui vont comprendre. Ça, c'est un peu délicat ce que je veux dire, mais il y a un vrai fossé qui s'est fait entre la vie complètement folle que j'ai pu vivre. Quand je reviens, je me sens un peu perdu. Alors, j'aime mon Gers parce qu'il est beau, j'aime cette maison. Alors, par contre, mes deux filles, ils sont très attachés. Les deux une a voulu se marier là-bas. La deuxième aussi, bon, s'est un peu perturbée à cause de la situation actuelle, mais elles sont très attachées à cette maison dans le Gers. Alors ça me fait plaisir par contre, parce que devant ma maison, il y a la maison familiale, celle où je suis né. Et d'ailleurs, ça a été la première émission de Top Chef que j'ai fait, on l'a tournée là-bas.
Voilà, c'était très très émouvant et j'ai pas pu m'empêcher d'ailleurs de verser une larme, si ça commençait bien, peut-être si je commence à chialer à la première émission, je vais passer pour la pleureuse de service, mais bon, c'était très fort parce que j'avais ces souvenirs de mon père et de ma mère, enfin, bref. J'aime aller dans le Gers, mais j'avoue qu'aujourd'hui j'ai un autre endroit où j'adore aller, qui est un endroit de liberté pour moi. Vous vous ressourcez? Je me ressource, ouais, je me ressource. Cet endroit, c'est Ibiza. Alors, c'est Ibiza et tout le monde pense Ibiza, fiesta, etc. Non, c'est beaucoup d'autres choses. C'est aussi une mer, c'est aussi un territoire agricole, malgré tout, rural. Voilà, ça, on le sait pas. C'est pas grave, mais je suis tombé amoureux de cette île. Et donc, mon kiff absolu, c'est de prendre mon avion, d'aller à Ibiza et de savourer. Et là, je me déconnecte complètement. La liberté totale. La liberté totale. Mais j'aime beaucoup aller dans le Gers. J'ai fait un tournage et je suis fier de montrer le Gers. L'an passé, on a fait un programme court pour une marque, c'était sur M6. Et c'est moi qui ai proposé de le tourner dans ma maison dans le Gers. J'étais fier. Vraiment, j'étais fier de tourner parce que j'aime le Gers. J'aime le milieu rural, j'aime la paysannerie parce que pour moi, ça doit être la fierté de la France, sont eux qui nous nourrissent. Pas moi je fais que transformer les produits, mais tous ces gens qui ont une vie dure, parce que vous le disiez tout à l'heure, le monde agricole est un monde qui est dur, qui est pas assez récompensé, ils sont pas assez rémunérés, et je trouve que c'est un métier. Alors là, on peut parler là aussi d'abnégation et voilà, ils se contentent de peu. Je trouve qu'on les respecte pas assez, qu'ils sont pas assez mis en avant. Dans cette dernière partie du podcast, nous allons parler d'avenir. Alors c'est un peu compliqué de se projeter en ce moment, mais imaginons, je vous donne une baguette magique et vous pouvez exaucer 3 vœux. Quels seraient-ils? Oui, mais comme je vous disais, moi je veux de la surprise. Donc, est-ce que j'ai des envies aujourd'hui? Oui, bien sûr, mais des envies futiles ou pas. La première envie que j'aurais, parce que je suis très famille, et mes filles pour moi sont très importantes, c'est j'estime ce que j'ai fait de mieux, et c'est normal qu'un père dise ça, je crois. Donc, je veux leur transmettre quelque chose, et j'espère que ce que l'on démarre ensemble, ce projet, atteindra les ambitions qu'on s'est fixées. Comme ça, je sais elles auront leur avenir fait là-dessus. Moi, mon avenir, il est derrière. Enfin, faut être réaliste, mais voilà, ça, la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai envie de savourer un peu plus la vie, parce que il y a les bons côtés de ce métier. Je l'ai dit, j'ai une vie formidable, mais c'est une vie qui est extrêmement stressante. Ouais, mon bide, c'est de l'acide chlorhydrique. J'ai des aigreurs d'estomac en permanence, je bouffe des cachets parce qu'il y a une pression quotidienne. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'aspirerais à être un peu plus serein, à profiter un peu plus de tout ce que j'ai pu construire, de me sentir un peu plus libre. Voilà, ça c'est le deuxième coup de baguette magique. Le troisième coup de baguette magique, alors celui-là, il le faudrait très vite. Je voudrais qu'on retrouve de la sérénité dans cette période extrêmement difficile, compliquée, troublante. Voilà, et j'aimerais que... On a une profession, parmi d'autres, hein, qui est à terre. La situation sanitaire a bouleversé nos vies. Voilà, j'aimerais vraiment que tout ça soit derrière nous et qu'on puisse retrouver la sérénité qu'on avait. Oui, on l'espère. Nous allons terminer cet épisode en douceur puisque je vais vous poser 5 questions décalées et amusantes afin de mieux vous connaître. Ça, je vous le dirai si elles sont amusantes. Vos réponses à ces questions seront filmées et les auditeurs pourront les retrouver sur les réseaux sociaux de Gers Développement. Si vous étiez un légume, vous seriez quoi et pourquoi? Si j'étais un légume, non, alors là, ça commence bien. Si j'étais un légume, fou là, il y en a tellement. Si
C'est pas vraiment un légume, c'est plutôt, je dirais, c'est un champignon, mais c'est un produit tellement exceptionnel qui, pour moi, enfin, c'est mon produit préféré, c'est la truffe. Alors, je peux pas, c'est un peu réducteur de dire que c'était un légume, mais voilà, cet or noir qui pour moi incarne le Sud-Ouest avec sa personnalité, sa puissance. Il s'en laisse pas compter quoi. Le type et je vous assure que pour le cuisiner, moi je m'amuse, je combats avec parce que je vais lui mettre, je sais pas moi, un autre légume, un salsifis à côté et je lui dis t'es gentil toi, tu vas te calmer parce que je veux qu'on sente le salsifis. Donc c'est ce combat, j'adore, voilà. Quand avez-vous ri aux larmes pour la dernière fois et pourquoi? Oh, quand j'ai ri aux larmes pour la dernière fois, ça c'est pas difficile et c'était sur le tournage de Top Chef avec mes comparses et c'est vrai qu'on aime se faire des blagues, voilà se taquiner un petit peu et j'adore quand j'ai adoré piéger Philippe par exemple en lui faisant goûter la préparation d'un chef à la cuillère comme ça parce que j'avais mis du piment et du sel dedans et voilà donc bon. Comme à l'école. Quel est votre péché mignon? Alors, péché mignon, j'en ai plusieurs. Mais c'est vrai que le croque-monsieur en fait partie. Mais j'en ai d'autres péchés mignons, inavouables ou avouables. Mais bon, en ce moment, on est quand même très croque, ouais. Qu'emporteriez-vous sur une île déserte? Je pourrais pas. Si j'ai le choix, je pourrais pas. On existe à travers les autres. Et moi, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi. Même, vous savez, j'adore la solitude quand je sais que je ne suis pas seul. Donc, il y a des moments où j'ai besoin, mais je sais que, et en ce moment, on souffre de ces solitudes, justement, cette rupture avec de liens sociaux. Ça fait du mal, ça fait beaucoup de mal. Et moi, j'aime échanger, j'aime partager, faire un métier de partage. Et ça me manque cruellement. Donc, l'île déserte, pas de suite. Enfin, si vous pouviez chanter une chanson à la nouvelle star ou The Voice demain, laquelle choisiriez-vous? Alors là, je ne sais pas si ça va faire plaisir au Gers, mais qu'il est loin, mon pays, qu'il est loin. J'ai une admiration pour Claude Nougaro. C'est quelqu'un que j'ai connu à travers son œuvre, que j'ai découvert et qui m'a fasciné. Mais pour la petite histoire, Claude Nougaro était en classe avec mon oncle à Perchède, dans le Gers. Ses parents sont venus chez moi. Ma mère était tout fière de montrer son fils à Madame Nougaro, qui était pianiste. Et vous allez voir, c'est un génie, à part que j'étais une truffe. Mais bon, je l'ai fait quand même. Et pour moi, cet homme, la musicalité de son accent était tellement rassurante et mettait tellement en avant notre Sud-Ouest que ouais et la musicalité des mots aussi voilà et un jour il est venu manger. J'étais frustré qu'il vienne pas étant à Toulouse et un jour il est venu et ça a été un vrai moment de partage où il m'a fait un petit dessin en disant avec une légende que j'ai pas compris à Michel Saran, l'Albigeois, amicalement Qatar, mais c'était en fin de repas donc ceci explique peut-être cela. Mais c'était juste génial et malheureusement, il m'a dit je crois que nous allons devenir amis et malheureusement il a disparu quelque temps après. Voilà. Eh bien, nous vous remercions Michel pour votre temps, votre simplicité, votre accessibilité et votre franchise aussi. C'était un moment très très agréable. Merci à vous. Et puis à bientôt, peut-être que nous nous recroiserons un jour dans le Gers. Avec plaisir. Je suis Marine Brunel et vous venez d'écouter le podcast Au fil du Gers par Gers Développement.
podcast que vous pouvez retrouver sur le site aufildugers.fr ou sur les plateformes d'écoute Apple Podcast, Deezer, Spotify, YouTube. Si vous, chers auditeurs, vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à donner plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle et à le partager sur vos réseaux sociaux. Je remercie les Échos de Coco, sans qui la réalisation de ce podcast n'aurait été possible. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour découvrir qui sera le prochain invité d'Au Fil du Gers.